Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce grand rendez-vous politique au cœur de nos 24 heures de programmation spéciale. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. 10 ans de rupture, si les chantiers physiques sautent aux yeux, c'est sur le terrain des lois, les institutions et la pratique politique que le Bénin a vécu ses plus grandes mutations, réforme du système partisan, parrainage, révision constitutionnelle, refonte du code électoral. L'architecture de notre État a été profondément redessinée par Patrice Talon, soutenu évidemment par sa majorité présidentielle. Mais à quel prix? Les Béninois, durant cette décennie, ont vécu des tensions majeures, de crise électorale et un sentiment d'exclusion, selon certains, qui évidemment ont parfois ébranlé la cohésion nationale. Ce soir, nous posons la question sans détour à l'heure du bilan de cette décennie. Le prix de cette refondation de l'État est-il juste? Les objectifs ont-ils été réellement atteints dans le fond? Et pour quelle perception citoyenne? Pour en débattre, j'ai le plaisir de recevoir Clotaire Olihide. Vous êtes expert électoral, acteur politique et membre du Bloc républicain. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir Madame Toboula et je profite pour saluer tous ceux qui nous suivent en ce moment. Monsieur Irénée Agossa, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes acteur politique et porte-parole du parti Union Progressiste Le Renouveau. Merci d'être avec nous. Merci et bonsoir aux auditrices et auditeurs de ETélé. Le dernier invité, Abbé Eric Aguenno. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes intellectuel, philosophe politique, analyste, écrivain, essayiste et j'ajouterai observateur de la conscience morale et sociale pour notre pays. Bonsoir à vous trois, chers invités. Et une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, nous sommes à un carrefour où nous avons pour obligation aujourd'hui de jeter un regard en arrière afin d'analyser le chemin parcouru. Dans le fond, les fruits ont-ils tenu la promesse des fleurs ou ces réformes ont-elles été simplement survendues? Tout a commencé, vous le savez tous, par le système partisan. Le diagnostic de départ était partagé, mais la méthode de la thérapie a quelque peu divisé. Les élections de 2019 ont été le premier test et depuis cet instant, c'est depuis cet instant précisément que le mot exclusion a habité le quotidien des Béninois. Pour la première question, je me tourne vers vous, Monsieur Agossa. L'Union Progressiste Le Renouveau est aujourd'hui la première force politique du pays grâce à cette réforme. Certains disent que l'assainissement actuel était le prix peut-être à payer pour avoir des partis sérieux et nationaux. Mais entrons dans le fond et l'esprit même de la réforme en nous référant peut-être aux dernières élections. En tant que porte-parole de cette formation politique, répondez-vous que vos partis sont vraiment nationaux, indépendants et structurés, de sorte à ce qu'ils puissent décider par eux-mêmes et à gouverner sans injonction extérieure. Là, nous démarrons par l'assainissement de l'espace politique. La réforme du système partisan, je peux vous dire que Dieu merci que nous avons cette réforme. Tout démarre de là. Si nous n'avons pas un système partisan qui soit en cohérence avec l'objectif fixé, c'est-à-dire le développement du pays, on ne peut pas s'en sortir. Tous les présidents de la République qui ont pris depuis 1990 ont eu la volonté de développer le pays. Mais ce qui les a embêtés, c'était le désordre politique. Et je peux vous dire que ce choix a été fait depuis la conférence nationale. À la conférence nationale, il y avait deux tendances. Il y avait la tendance qui disait qu'il faut aller avec un multipartisme intégral. Il y a une autre tendance qui dit qu'il fallait fixer en même temps les normes pour que nous soyons à 2 ou 3, 4 grands partis au maximum. Ceux qui, en fait, ont soutenu la tendance, le multipartisme intégral, ceux-là l'ont remporté. Et nous avons vu ce que ça a donné, ça a échoué. Et il fallait trouver maintenant une autre forme. Et c'est l'autre tendance qui, en fait, a été portée par le président Talon. Donc, c'est aujourd'hui ce qui nous a permis de nous en sortir. C'est la mère des réformes. Oui, je le disais tout à l'heure que le diagnostic était partagé. Mais la thérapie ou la méthode de la thérapie, c'est elle qui a divisé. On reviendra sur les crises. Ma question était de savoir si dans le fond même, dans l'esprit de cette réforme, est-ce que vous direz aujourd'hui que les partis tels que voulus sont nationaux, indépendants
structurés de sorte à ce qu'ils puissent Je gouverner voulais venir. eux-mêmes Je voulais sans venir. injonction Il y a extérieure. deux aspects de cette réforme qui sont importants. Il y a la dépersonnalisation. Ce qui fait qu'on parle de la vision aujourd'hui. Dites-vous, les partis qui sont là, vous n'allez pas entendre, comme on le disait dans le passé, le parti de Moubayi, le parti de Tenon. Vous avez dit Union progressiste, le renouveau. Vous allez toujours dire, vous allez dire le parti bloc républicain, mais vous n'allez pas dire le parti de Biotchané. Vous allez dire les démocrates, mais vous n'allez pas dire le parti de Nouréné Achadé, ainsi de suite. Donc, nous avons réussi à quitter les partis entreprises pour de vrais partis. Nous avons quitté aussi les petits partis, les clubs électoraux, pour avoir de grands partis. Et l'autre chose importante, c'est que nous avons aujourd'hui le financement du parti qui a été défini par la loi. Donc, déjà, à partir de ce point, c'est qu'il y a une gestion autonome et qui permet, bien sûr, de prendre des décisions internes capables d'être soutenues par ces partis. Et c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons et c'est ce que nous avons fait jusqu'ici. Donc, des gens peuvent dire que, comme ça a été initié, c'est-à-dire cette réforme au moment du président Talon, que bon, les partis là sont les partis du président Talon, mais je veux le dire, si le président Talon quitte le pouvoir, ça veut dire que les deux partis vont disparaître. Les partis vont disparaître. Certains pronostiquent déjà sur cette disparition, évidemment. Ça veut dire que vous aurez votre réponse dans très peu de temps. Vous allez voir que ces partis vont résister et rester, hein, quel que soit le président qui serait là. Les partis sont fondés déjà sur des idéaux et les dispositions qui sont prises permettront désormais à n'importe quel parti dans le pays d'être dans la même logique. Une dernière fois, vous semblez dire que vous gouvernez, en tout cas les partis gouvernent d'eux-mêmes. Est-ce que la désignation du président de la République élu aujourd'hui ne vous a pas quelque peu échappé quand on retourne un peu en arrière? Ça ne nous a pas échappé, vous allez constater même dans la gestion du pays, parce que la réforme du système partisan, c'est clair, c'est les partis qui doivent permettre à ce que nous puissions faire sortir les candidats à différents postes. Ce n'est pas que au niveau de la présidence de la République. Donc, le président d'une réforme partisane, on voudrait bien que le débat soit fait à l'intérieur afin que un peu le spectacle qu'on nous offre, ce beau spectacle qu'on nous offre aux États-Unis. En toute responsabilité politique, nous avons choisi le président élu aujourd'hui et nous avons battu campagne pour lui et il est le président de la République et nous allons le soutenir encore dans ses actions pour que le programme qu'il a déroulé devant les Béninois soit exécuté. Monsieur Olifide, du côté du bloc républicain, quel est le regard que vous portez? Est-ce que le système partisan a créé une saine émulation ou assistons plutôt entre vous à une guerre hégémonique feutrée qui fragilise quelque peu la cohésion au sein de cette majorité présidentielle? Merci beaucoup, Madame Togoula. En fait, nous ne pouvons pas parler de la réforme du système partisan aujourd'hui sans remonter un peu comme l'a fait M. Akossa à ce qui s'est passé à la conférence nationale. Parce qu'en vérité, tout a commencé là. Et il en a quelque peu parlé. Tout le monde n'était pas pour le multipartisme intégral. Mais là où je nuance un peu, moi je ne pense pas que ce soit ceux qui voulaient forcément du multipartisme intégral qui l'ont emporté. Mais c'est qu'au regard du contexte de l'époque, c'est-à-dire la sortie du parti unique, il y a eu comme un consensus pour dire, ok, allons-y avec le multipartisme intégral, mais avec le temps, les choses vont se corriger d'elles-mêmes et le paysage politique va se recomposer, va se rétrécir. Mais contrairement à cette prédiction du temps, ce qui s'est passé, c'est plutôt que, au lieu que cela aille se restreignant, c'est plutôt à une explosion de partis qu'on a encore assisté. Et on s'est retrouvé en 2016-2017 à l'avènement du président Talon avec plus de 250 partis politiques qui étaient totalement inutiles et inefficaces. On a restreint le paysage. Et ça, est-ce que ça ne vire pas un peu au monolithisme? À partir du moment où ce diagnostic-là a été posé et que, comme vous l'avez dit, tout le monde s'entendait dessus, mais alors que fallait-il faire? Et c'est là où le débat s'est posé. Parce que, puisque tout le monde a vu que ceux qui pensaient que les choses allaient se régler d'elles-mêmes n'ont pas eu raison, donc les choses ne se sont pas réglées d'elles-mêmes, il fallait bien que quelqu'un ait une volonté forte
pour, entre griffes, je mets bien ça entre griffes, en imposer aux uns aux autres pour qu'on puisse revenir à quelque chose de satisfaisant. Et donc, une ligne a été tracée, mais attention, on ne peut pas dire aujourd'hui que le président Patrice Talon s'est levé et a imposé sa seule volonté du jour au lendemain. N'oubliez pas les péripéties qui ont précédé l'adoption des lois qui ont introduit aujourd'hui la réforme du système partisan. Il y a eu, voilà. Et la seule que moi je voudrais juste retenir, c'est celle du dialogue politique d'octobre 2019, pardon. Mais ce dialogue politique-là était parti justement pour faire adopter par tous un minimum. Puisqu'en 2017 déjà, le projet de révision constitutionnelle avait échoué. Et ce projet de révision, qui n'était rien d'autre que la mise en œuvre de la vision que le président Patrice Talon avait partagée avec tout le monde avant d'être élu, eh bien ce projet de révision portait déjà les prémices de la réforme du système partisan. Donc, à partir du moment où le chef de l'État élu, le président Talon, a été élu sur la base de cette proposition de réforme, qu'il a tenté dans un premier temps de faire passer par une révision constitutionnelle, qui n'a pas marché alors qu'il y a eu un grand débat national autour, qu'il y a eu le dialogue politique de 2019, qui à la fin a accouché d'un consensus, d'un minimum, eh bien on ne peut plus dire aujourd'hui qu'il n'y a pas eu une pédagogie dans ce qui a été fait. Mais face à la résistance, que fallait-il faire? Fallait-il rester les bras croisés et continuer dans ce que j'appelle, excusez-moi le thème, la chienlit qu'on a vécu jusqu'en 2016, avec la multiplicité de partis politiques qui ne servaient que d'instruments de chantage au président élu et qui plombaient toute action publique? Ou bien il fallait avoir le courage de poser les balises qu'il faut à travers des lois régulièrement votées à l'Assemblée nationale? C'était cette option qui a été faite et aujourd'hui, nous en voyons les résultats. Et moi, de ma position aujourd'hui, pour avoir été acteur public dans un premier temps dans la société civile, ensuite dans l'opposition et aujourd'hui dans ma position, moi je peux vous dire que ce que nous vivons aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans, il y a 12 ans, c'est nettement mieux, mais je ne dis pas que c'est achevé. Parce que le processus va se poursuivre. Dans quelle proportion? Parce que vous parlez de rétrécissement, en tout cas, de revoir le nombre de partis politiques. On les a revus. Aujourd'hui, quand vous regardez le paysage, la FCBE s'offre à la majorité présidentielle. C'est son choix politique, on ne lui dénie pas ce droit. Au niveau du parti Les Démocrates, seuls, en réalité, ceux qui sont démocrates, si je peux me le permettre, de souche restent dans cette formation politique. Et quel est ce système partisan qui offre très peu de marge de manœuvre à une voix discordante? Je ne veux pas forcément parler d'opposition, M. Olekide. Oui, mais est-ce qu'on peut obliger quelqu'un à faire de l'opposition? Moi, je ne pense pas. Les tests, justement, pas obligés dans les choix politiques. Même pas, justement. Je dis, on ne peut pas obliger quelqu'un à être de l'opposition. Et lorsqu'on a posé les règles pour créer les partis politiques, nous n'avons pas 2 ou 3 partis politiques au Bénin. Nous avons au moins une quinzaine de partis régulièrement enregistrés. Combien de partis citez-vous aujourd'hui qui ne soient pas de l'obédience à laquelle vous appartenez? Mais moi j'aurais bien voulu qu'on ait 2, 3, 4 partis de l'opposition. Ça m'aurait plu. Mais je ne peux pas aller chercher quelqu'un, aller le déposer dans le point de dire reste là, c'est ça que tu vas faire. C'est des choix qui se font. Je vous ai dit, moi, j'ai fait l'opposition. J'ai été membre d'un parti d'opposition. Et ça, vous le savez. Aujourd'hui, je suis dans un parti qui est au pouvoir. Mais qui sait ce qui va se passer demain? Demain, je peux me retrouver à nouveau dans l'opposition. Ça dépendra des contingences. Mais je ne vais pas imputer ça à la loi. Je ne vais pas imputer ça aux autres. C'est mon choix. La FCBE était dans l'opposition hier. Elle a choisi aujourd'hui d'aller à la mouvance. Mais on revient sur évidemment la question de base, c'était de savoir si le système partisan a créé une saine émulation de l'espace politique. C'est un oui? Pour moi qui ai vécu différentes expériences, je peux vous dire que oui. Parce qu'aujourd'hui, moi, au sein du BR, sans être ce que vous voyez hier, j'ai voix au chapitre. Je parle, je donne mon opinion. Je peux m'asseoir à un endroit où hier, avec le système qui existait, je ne pouvais même pas espérer aller. Parce que hier, c'était ceux qui avaient le plus de moyens. Comme l'a dit M. Agossa, c'est des PDG de partis politiques qui dirigeaient comme des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, il y a des espaces pour s'exprimer. Il y a des espaces pour faire éclore ses idées. Il y a des espaces. Lorsque vous en avez à vendre, il y a des espaces pour vous vendre. Ce n'était pas le cas hier. Et ne serait-ce que pour ça,
il faut féliciter cette avancée. Abbé Aguenono, face à cet assainissement vendu par vos prédécesseurs, quel est le regard de la société civile, du citoyen lambda? Comment perçoivent-ils cette nouvelle organisation? Vous me permettrez d'abord de rendre hommage à François-Xavier Noumon. La dernière fois que j'étais sur ce plateau, c'était avec lui. Donc ça remonte à quelque temps déjà. Merci à vous pour l'invitation insistante. Merci à Gapit Maforican, à qui j'ai promis venir sur le plateau pas avant le mois de mai. La question traitée par mes prédécesseurs, qui sont tous mes aînés ici, je les salue chaleureusement, est une question pertinente. Le diagnostic est vrai. On avait beaucoup de partis politiques, beaucoup. Chacun pouvait se lever, créer un parti politique dans son salon, dans son village, et avoir quelques voix pour monnayer les voix. Et ensuite, quand on regarde la sphère politique, sur les 250 ou même 300 partis politiques, à peine une dizaine ou une quinzaine se retrouvèrent au Parlement. Ça aussi, il faut le noter. On sentait un filtrage naturel. Il y a un tamis naturel qui était les élections législatives ou municipales. Donc, il y avait des grands partis qui émergeaient. Mais ces grands partis émergeaient grâce à ce que j'appelle la volonté personnaliste du chef de parti, qui est leader, qui est charismatique et qui est aussi le financier du parti politique. Et c'était ça que nous avions. Ensuite, des partis aussi qui avaient que des anclages régionaux. Donc, la question du fils du terroir. Donc, tout ça là, j'appelle ça classe politique, CP. Donc, le système partisan est venu dociliser les enfants du CP. Si on va prendre l'image de la classe CP, la classe était très pléthorique. Le maître ou la maîtresse avait du mal à gérer cette classe. Donc, il fallait des réformes pour que la classe soit beaucoup plus restreinte et pour qu'il y ait de l'efficacité. Donc, derrière le système partisan, on a visé l'efficacité. On a visé un système partisan qui soit plutôt un moyen pour atteindre un but, le but du développement. Mais en prenant cette modélisation, on a quitté la sphère du rôle naturel des partis politiques, qui est l'animation de la vie politique. Donc, on ne sent plus des partis qui animent la vie politique à travers des idées, à travers la sortie sur le terrain, comme on voyait autrefois, mais on voit plutôt des partis politiques qui sont dociles, soumis et qui participent d'une action politique. C'est la réforme qui leur a imposé cela? Oui, c'est la réforme qui a imposé ça. Parce que il y a un but qu'on voulait atteindre. Et cela se vérifie quand vous voyez des acteurs de premier plan d'autrefois qui ont été à la retraite forcée, ou d'autres personnes qui se sont exprimées beaucoup moins qu'autrefois. Moi, j'ai connu le DG Irénée Agossa à la télé, au temps de Kérékou, très percutant, mais le système aujourd'hui fait que vous baissez d'un ton et vous devenez rangé, et cela montre que l'espace politique est plus restreint. Et ensuite, l'espace politique devient aussi quelque peu risqué
parce que c'est comme si on a discipliné. Et je trouve même que ce sont des mesures extrémistes. Autrefois, l'homme politique avait une certaine stature, stature et statut ne sont pas pareils, avait une certaine visibilité. Mais aujourd'hui, on dit UPR, BR, point. Mais on dit les démocrates également, hein? On a dit la FCBE aussi, oui, FCBE, on a dit bien d'autres. C'est parce que je suis avec eux que je dis, il y a démocrates, il y a FCBE. Donc, c'est le parti qu'on met en avant. Mais, et les acteurs? Parce que pour soutenir un régime, il faut des acteurs qui le soutiennent. Et donc, au plan communicationnel et au plan pédagogique, ce n'est pas une cellule de communication de la présidence qui peut communiquer sur des actions politiques. Ce sont les acteurs eux-mêmes. On a cherché à éviter, je ne vous coupe pas. Oui, en évitant cette personnalisation, on est allé à un autre extrême qui fait qu'il n'y a plus de débat politique, il n'y a plus d'échange politique, à part les débats sur les forums, les forats WhatsApp, à part vous ici et d'autres chaînes, mais dans le pays, il n'y a plus de débat politique. Et on a voulu faire de la classe politique un moyen pour atteindre un but. Certes, on a pu atteindre, mais ceux qui ont été résistants et qui ont résisté à ça, ceux-là n'ont plus voix au chapitre. Donc, pour avoir voix au chapitre, il faut être docile, il faut rentrer dans la ligne. Et moi, je pense qu'on a quitté le rôle naturel des partis politiques comme partis qui animent la vie politique vers des partis politiques qui participent d'une action. Et le signe que j'ai, c'est que cela a créé une désaffection au niveau de la population. Cela a créé aussi au niveau de l'électorat, de la passivité. Vous avez vu les dernières élections présidentielles, ce n'est pas la victoire d'un candidat qui préoccupait, mais que le taux de participation soit à la hauteur des attentes, que les populations sortent. Donc cette désaffection est liée aussi à la manière dont on a mis en place les réformes au niveau du système partisan, qui fait que la politique est devenue aujourd'hui un champ risqué. D'accord. Ben, si je dois vous résumer, c'est que le système restreint. Ça restreint les idées, ça restreint la parole, ça restreint tout engagement politique et ça fait de la sphère politique un lieu qui sert de moyen. D'accord. Et vous suivez et simplement aligner, couvrir. Monsieur Agossa, je vais vous relancer là-dessus. Voilà le système partisan dont nous parlons. On a quitté l'animation réelle de la vie politique à une certaine participation. Ça, c'est la perception, on va dire, citoyenne. N'est-elle pas effectivement factuelle? C'est factuel parce que je voulais même rebondir sur le fondement de l'analyse du père. Parce que quand il dit que le CP, c'est la classe politique, et qu'il compare ça à une classe politique, à une classe de CPE, il n'a pas qualifié les acteurs, les élèves de cette classe. Du CP. Du CP qui faisaient les acteurs politiques, d'abord il est live. Qui faisaient tellement de bruit, ils n'écoutaient rien. Donc ceux-là n'étaient pas des élèves. Ils n'étaient même plus élèves. Ils ne donnaient aucune valeur à la classe. Donc, il fallait ajouter ça. Et quand on remet de l'ordre, vous êtes d'accord avec moi que les récalcitrants doivent partir. Les récalcitrants doivent partir. Et ceux qui sont là, pour qu'on puisse les former, les éduquer, de manière à ce que la classe puisse fonctionner, ceux-là vont rester. Mais c'est normal que ceux qui sont habitués à l'autre rythme là, se sentent un peu embêtés parce qu'ils disent qu'ils s'expriment. Ils ne s'exprimaient pas. Il n'y avait pas de parole. C'était de l'anarchie. C'était du désordre. Le maître n'arrivait même pas à contrôler la classe. Personne ne savait quoi que ce soit.
Et ceux qui sont dehors ne donnaient aucune valeur à ceux qui sont là. Ils ne se sentaient plus représentés. C'est ce qui se passait. Ah bon? Il fallait ajouter à cela, et le contrat social était autre. Ceux qui sont dehors disent, mais c'est pas grave. Ah, vous voulez être dans la classe? Bon, c'est pas grave. Donnez-nous ce que vous allez nous donner, et nous vous laissons. Donc, il ne s'agit plus du développement du pays. Et c'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Donc, la restriction n'est pas quelque chose qui soit mauvaise. C'était pour apporter, bien sûr, de l'ordre et de la discipline dans la classe. Et ça, on l'a observé. Ça fait que nous avons une stabilité. Et le débat se fait. C'est maintenant que le débat se fait. Le débat va se faire et se fait désormais sur les problèmes que vivent les populations. Et non sur le positionnement de tel ou tel, l'intérêt de tel ou tel qu'il fallait sauvegarder. Non, aujourd'hui, nous sommes sur cette voie. D'accord. Et la stabilité que nous avons eue a permis à ce que, dans cette classe, ce qui manquait, on a eu la confiance de ceux qui s'intéressent à cette classe et qui nous ont apporté cela. Et nous avons aujourd'hui une crédibilité de cette classe. Nous sommes comptés ailleurs. C'est-à-dire que il y a des exigences. Il y a ces exigences qu'on doit respecter. Il y a des formes de mutation qu'on doit pouvoir réaliser. Les élèves qui sont dans cette classe, qui étaient habitués au désordre, ceux qui sont restés sont obligés de changer. Ils sont obligés de changer. On n'a pas empêché de parler parce qu'on ne parlait pas. Personne ne s'écoutait. C'était le désordre, on ne s'écoutait même pas. C'était de la chamaille inutile. C'était ce qui se passait. Donc, c'est ainsi qu'on a voulu mettre de l'ordre. Et quand on a mis en place les réformes, et nous avons une structuration aujourd'hui, nous avons une certaine visibilité, une lisibilité de la classe politique, le débat est là et se mène à l'intérieur des partis. Ça se mène à l'intérieur des partis et au moment venu où il faut sortir pour aller rencontrer les populations, ce que nous avons préparé à l'intérieur des partis pour pouvoir satisfaire les besoins des populations, nous les exposons. Nous sommes dans la logique maintenant. Mais ce que vous dites qu'on les a obligés de faire un choix politique, on ne les a pas obligés. C'est-à-dire, la réforme demande que vous soyez ainsi. C'est-à-dire, les rigueurs de la classe demandent que pour que tu sois élève de cette classe, que tu remplis telle ou telle condition. Donc, si tu ne remplis pas ces conditions, c'est toi qui t'exclus. C'est toi qui t'exclus. Donc, on n'a obligé personne à se mettre dans le système. Mais ceux qui veulent continuer de vivre sur la base des slogans, ceux qui veulent vivre comme on vivait en temps, et ceux-là se sentent exclus. Mais nous avons constaté récemment que ceux-là ont pris conscience qu'il fallait se mettre en phase avec les données républicaines. Je finis pour vous dire que n'oubliez pas qu'en 90, nous avons choisi la démocratie représentative. Donc, nous désignons ceux qui vont nous représenter. Et dans ce principe, quand vous désignez les gens qui vont vous représenter, s'ils font des choix qui ne vont pas dans le sens de la résolution, de ce pourquoi ils doivent être là-bas, c'est-à-dire résoudre vos problèmes que vous leur avez posés, dans ce principe démocratique, et ce que nous avons toujours suivi dans le pays, c'est qu'à la prochaine consultation, vous les dégagez. Et vous êtes à côté de ceux qui ont fait une autre proposition. Donc, nous sommes dans ce système. Je suis d'accord que la démocratie participative étant un processus, nous sommes en train d'aller vers cette démocratie participative de façon progressive. Monsieur Olifide, je veux vous écouter sur justement l'animation de la vie politique dans cette réforme du système partisan. Quelle lecture vous en faites? Alors, moi, je vais commencer par dire... Accompagnatrice ou réellement qui suscite des débats ou qui font des débats? Je vais commencer par me réjouir de ce que le père Aguenounon a partagé le diagnostic que nous avons tous posé et est même allé très loin dans les détails que moi, je n'ai pas voulu évoquer ici. Alors, quand on a
exposé tout ça et qu'on a été d'accord que ce n'était pas ce qu'il fallait, reconnaissons déjà qu'avoir osé franchir le pas pour faire autre chose, c'est une avancée. Ça fait un. Deuxièmement, lorsque vous changez comme ça de paradigme, ne soyez pas surpris que ceux qui ne se retrouvent pas dans le costume qui est en train d'être taillé, eh bien, qu'ils résistent. Ce n'est pas surprenant. En fait, moi, la résistance ne me surprend pas. Ce qui me gêne, au fond, c'est que certaines personnes qui devraient comprendre ce qui se passe embouchent la même trompette que ceux qui aujourd'hui ont assiégé les réseaux sociaux et jouent aux politiciens avertis pour remonter des choses qui ne sont pas en réalité vraies. Moi, je ne pense pas que le débat ait cessé aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, justement, quand vous m'avez appelé, qu'est-ce que je vous ai demandé ici sans indiscrétion? J'ai dit, est-ce que vous avez pu trouver quelqu'un de LD qui est prêt à venir sur le plateau? Si je m'en dites-le publiquement. Parce que j'estime justement que c'est des cadres où on peut débattre de façon objective. Si vous amenez sur un plateau un représentant de LD, un représentant de UPR, un représentant du BR, c'est vrai, le père Aguelounon, lui, il n'est pas dans nos histoires partisanes. Lui, il est dans une autre posture. Mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un débat? Et ça, c'est un débat plus sain que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, pas des anonymes, des gens qu'on ne voit pas. J'ouvre une parenthèse pour dire que je donne raison à celui-là qui dit qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont donné la parole à tous ceux-là qui racontaient n'importe quoi autour d'une bière hier. Parce que vous ne savez même pas qui parle. Vous ne savez pas de quoi. Non, lui, il exprime juste ses états d'âme. Et c'est ça, excusez-moi, c'est ça que nous considérions hier comme débat. Ce que nous considérons comme débat hier, c'est ce, comme il a dit, c'était de la chamaille politique. Il y a deux types de débats politiques pour moi. Le premier type de débat politique, c'est les débats que nous faisons comme ça, sur les plateaux, sur les médias. Et ça, c'est les acteurs des médias qui initient. Et moi, je ne pense pas qu'un média m'a invité jusqu'à l'heure où je parlais, que j'ai refusé de venir. Et je viens, j'exprime mes idées. Et je suis prêt à aller en face de n'importe qui d'autre qui viendra exprimer les siens. Donc, ces espaces-là, pour moi, ne sont pas fermés. Alors, le deuxième type de débat, c'est le débat au sein de la population. Et là, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Ce qui a changé, c'est que n'importe qui ne se permet plus de se lever aujourd'hui pour aller dire n'importe quoi, n'importe où, dès lors qu'il est dans un parti politique. Il y a un minimum de discipline interne. Ça dit qu'avant que vous ne sortiez pour aller porter la voix du parti politique, vous deviez vous entendre à l'interne sur un minimum. Sinon, ça part dans tous les sens. C'est cette discipline-là qu'on s'impose aujourd'hui, que c'est ça que d'autres appellent ils sont soumis, ils sont soumis. J'ai entendu ça encore de la bouche du père Aguelounon tout à l'heure. J'ai dit, mais pourquoi vous dites que quelqu'un est soumis simplement parce qu'il répond à une certaine discipline? Est-ce que le père Aguelounon là peut se lever aujourd'hui et vouloir prêcher ce qui est dans la Bible et dire autre chose que ce qui est écrit dedans depuis 2000 ans? Non, il prend ce qui est là. Est-ce qu'il y a une institution plus disciplinée que l'Église catholique? Je ne crois pas. Mais est-ce que ça fait du père Aguelounon quelqu'un qui ne peut pas exprimer des opinions? Le voilà assis sur ce plateau. Vous voyez, donc, amener un minimum de discipline au sein de la classe politique, pour moi, n'est pas un mal. Et si ça donne l'impression que cela bride la parole, pour moi plutôt, cela ordonne et permet d'avoir désormais des débats sains et non des semblants de débats. D'accord, je vous laisserai. C'est pas à vous. C'est pas à vous, monsieur Agossa. Monsieur Agossa, c'est pas à vous, c'est à monsieur Agossa. Nous sommes les soumis. Mais ils peuvent créer maintenant le parti des insoumis. On n'est pas en France. Je vais avoir les insoumis. Allez, avec Aguelounon, je vous écoute pour qu'on puisse évoluer sur d'autres questions. Vous avez appelé sur le plateau deux grands défenseurs. Ah oui. Donc, ce sont des défenseurs centraux, je les connais très bien. Et ils défendent très bien. Je vous avais demandé d'inviter un LD et j'avais dit que si le LD ne vient pas, je n'allais pas venir. Je vous ai tous dit nos difficultés à justement avoir un LD sur ce plateau. Vous m'obligez à le confesser. J'ai reçu un message officiel du parti disant qu'ils ne seront pas du débat. Donc le parti a décliné l'offre. Nous n'avons pas trouvé utile de l'évoquer au début.
puisque vous nous obligez à le confesser, nous le confessons, nous avons essayé sans résultat. Je crois que l'animation de la vie politique est nécessaire. Et cette animation est sur le prisme important de la veille citoyenne, de l'éducation citoyenne et du pont régulier entre les populations et les hommes politiques. On a l'impression que le peuple, les populations existent que quand il y a élection. Et dès que les élections finissent et les représentants sont élus, on dit, bon, les représentants prennent la relève. Mais autrefois, les représentants étaient plus proches des populations. C'est vrai, il peut y avoir des distorsions, il peut y avoir une certaine manipulation autrefois, mais au moins les acteurs allaient chaque week-end dans leur terroir, on voyait les ministres, on peut dire que ça empêchait de travailler, c'est vrai. Mais une chose est sûre, ça créait à la base une certaine communication entre le politique et le citoyen tout court. Mais avec l'avènement de la digitalisation, avec l'avènement des réseaux sociaux, tout est transposé sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on peut punir facilement un homme politique parce que il n'a pas demandé la permission pour aller parler, il n'a pas demandé la permission pour ci, cela. Et cela démontre que, au-dessus des chefs de partis politiques, il y a le chef de l'État qui impose un rythme donné. Et donc, le chef du parti politique n'a peut-être plus la même force décisionnelle, la même force opérationnelle qu'autrefois. Et il va se référer chaque fois au chef de l'État pour telle ou telle chose. Et donc, la figure du chef de l'État est devenue de plus en plus une figure politisée. Une figure qui est vraiment chef d'une majorité. Et les chefs de partis politiques n'ont plus ce rôle-là d'autrefois. Et c'est ce qu'on remarque. C'est l'impression que vous avez. Non, mais c'est l'impression. Nous, on est acteurs politiques, nous, on peut en parler. Bon, dites que c'est l'impression que vous avez. Nous, on va réagir tout à l'heure. C'est ce qu'on constate. Oui, je le laisse finir. Laissez-le finir. C'est une impression. Allez-y, mon père. Donc, c'est ce qu'on constate. Et parfois, vous échangez avec des acteurs, ils ne vont pas vous dire le chef d'un parti politique, on dit le chef de l'État. Le chef de l'État. Ils ne vont pas dire le chef du parti politique. Ils ne vont même pas dire l'organe de direction. Donc, ce système partisan-là, on se demande si réellement a donné force au parti politique ou force au pouvoir exécutif qui dirige les partis de la majorité. Et donc, moi, le système partisan, pour moi, ça a été mis en place pour vraiment faire du CP une classe beaucoup plus disciplinée. Mais comment le CP peut être aussi discipliné qu'une classe de terminale ou une classe universitaire? Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, en politique, on ne peut pas apporter de la discipline comme si c'était dans une entreprise. Et là, bon, je me sens un peu gêné en voyant qu'on veut apporter la discipline en politique comme dans une entreprise ou comme dans un service. Alors que la politique, c'est une question de passion. C'est une question d'engagement. Et c'est une question de service de tous. Et donc, ce système partisan, c'est d'abord pour la majorité présidentielle que ça a été fait. Maintenant, ensuite, ça s'est étendu à l'opposition, ainsi de suite. Et donc, quand on voit ce qui s'est passé avec ce système partisan, on a eu une assemblée comme... Vous sortez le mot monocolore, non, pas monocolore, unanime. Moi, je préfère le thème unanime, l'unanimisme. Et on ne peut pas avoir
de vrais débats comme ça. Je sais que UPR et BR, je sais qu'il y a des querelles entre vous. Je sais qu'il y a des querelles. Mais ces querelles-là ne sont pas des querelles publiques qui montrent que il s'agit de deux idéologies différentes. Parce que ces deux partis suivent et accompagnent le même programme d'action. Donc au Parlement, on n'a plus de débat comme avant. Regardez les premiers parlements qu'on a eus. Les 2 premiers parlements ou les 3 premières mandatures n'ont pas été comme les mandatures autour de Yahi et puis les mandatures tout dernièrement. Donc, progressivement, on a baissé. Le niveau du débat a baissé. Le niveau du débat, et même les intellectuels qui sont dedans en politique, ils se taisent. Et c'est ceux qu'on appelle clébés qui sont sur les réseaux sociaux qui parlent. Heureusement, vous avez appelé 2 grands acteurs ici. Aujourd'hui, au moins les médias font le travail d'animer la vie politique. Ce n'est pas le rôle des médias, c'est le rôle des partis politiques. D'abord, d'animer la vie politique. Et ensuite, les médias, dans un second ressort, vont faire un truc. Mais quand on parle aussi de trêve, je ne sais pas où on va, je ne sais pas si les médias auront le rôle, seront dans leur rôle de vous appeler et de discuter. Donc, il y a un problème de voix dissonante, un problème de voix contradictoire et de voix critique qui n'existe plus déjà au Parlement et ensuite dans la sphère publique. Décor donc du système partisan est imposé, il faut qu'on évolue, Monsieur Agossa, il faut qu'on évolue. Il faut qu'on évolue, sinon on va s'éterniser sur le système partisan, alors que l'émission a une durée. Une seconde pour dire que nous avons mené un vrai débat ici sur la révision de la Constitution. Et il y a des députés UP, des députés UP, le renouveau, des députés BR qui ont voté contre dans ce Parlement. Vous avez oublié cette étape, qui ont voté contre dans ce Parlement. Et les gens sont chantés l'hymne national. Vous avez oublié. Donc il y a des débats. Il y a des débats sérieux et il y a des positions prises à l'intérieur de chaque parti. Et ça s'est exprimé. Mais comment voulez-vous que s'il y a des problèmes entre nous deux, que les populations viennent voir maintenant qu'on soit en train de se dire des choses. On peut régler ça par des procédures internes. Sur des vrais débats. Les populations ne veulent pas qu'il y ait des chamailles. Les populations veulent qu'on trouve des solutions aux problèmes qu'elles vivent. Bien, monsieur et c'est à cela que nous sommes maintenant. Et votre problème va se régler dans très peu de temps. Avec le président qu'on respecte, le président, etc. Le président Talon est parti. Alors, vous allez voir dans très peu de temps. Puisque vous ne pouvez pas nous dire que c'est le président Wadaï qui a créé UP le renouveau et qui a créé BR. Et nous allons voir dans très peu de temps, alors, chez qui on ira recevoir les instructions. Le décor du système partisan est imposé. Force est de constater, chers invités, que son implémentation ne s'est pas faite dans le calme. Elle a emprunté des chemins sinueux, parsemés de votes contestés et de larmes. Venons-en donc au cœur des secousses de cette décennie. La sérénité et la paix de nos rendez-vous électoraux. Monsieur Agossa, je reste avec vous. Nous avons connu des législatives 2019 particulièrement violentes. La présidentielle de 2021, pour des raisons que vous connaissez, a également été quelque peu secouée. Le Bénin a connu donc ces violences et des scrutins sans l'opposition. Lorsque la rue s'est embrasée, la mouvance a souvent balayé les critiques d'un revers de main, répondant c'est la loi, elle est due, elle reste la loi, l'opposition est dans du chantage à la paix, etc. Mais avec le recul, puisque nous sommes à la décennie, nous sommes au bilan, j'allais dire, avec le recul, est-ce que la rupture n'est pas allée un peu trop loin dans sa rigidité? Dieu merci que la rupture a été rigide. Sinon, la rupture allait permettre à ce que ces élèves récalcitrants ne permettent pas ce que la discipline soit instaurée et qu'on aille jusqu'en classe de terminale. Dieu merci, nous avons eu ce président et ces partis politiques, ces responsables politiques qui ont été rigoureux. C'est-à-dire, ils ont été rigoureux. Il ne fallait pas permettre aux récalcitrants de prendre le dessus. Ceux qui, en fait, ont soutenu le multipartisme intégral à la conférence nationale, ils ne veulent pas reconnaître leur échec. Je les connais, chacun d'eux. Moi, je n'ai pas... on ne m'a pas raconté la conférence.
Nous étions déjà à l'université. Nous, on a vécu la conférence. Ceux-là, je les vois parler. Ils ne veulent pas assumer leurs responsabilités, leur échec. On a vécu les violences de 2019. Vous connaissez les raisons. C'est parce que, justement, des partis politiques n'ont pas pu se conformer, ils ne veulent pas se conformer parce qu'ils croyaient qu'on allait revenir encore à ces farfelus de consensus. Je dis bien farfelus de consensus, qui nous ont amenés toujours là où on était. C'est terminé. Le consensus est-il mauvais? Dieu merci même qu'ils ne sont pas venus. Dieu merci. Moi, s'il n'y avait pas eu 2019, on ne serait pas ici maintenant. On ne serait pas dans cette stabilité. Moi, je l'assume. C'était ceux-là qui voulaient bouleverser la cohésion nationale. La preuve. Sommes-nous aujourd'hui dans un désordre ou dans une cohésion nationale? Parce que les résultats sont là. Ils nous ont rejoints. Ils nous ont rejoints. Ils nous ont rejoints et je suis le plus heureux parce que... Ils nous ont rejoints en donnant un mandat à celui qui a été élu aujourd'hui. Ils nous ont rejoints parce que j'étais traité de tous les noms en 2021 et je leur avais dit ou vous mutez ou vous allez disparaître. Donc, ils sont en train de muter, ils sont tenus parce que nous n'allons pas continuer avec le désordre. C'est clair que nous avons pris un chemin aujourd'hui et les populations ont donné leur aval et nous sommes dedans. Comme l'a dit mon cher ami, c'est-à-dire il y a les gens qui ne voulaient pas, ils ont résisté. Ils ont dit non, ça ne va pas se passer. Il y a une minorité maintenant qui continue. Je vous dis, après les 7 ans, ça va s'achever. Et nous serons dans l'ordre maintenant du développement du pays. Notre pays a inventé un modèle de développement et qui a agi sur le principe même démocratique et qui se conforme aux réalités de chez nous, pour pouvoir trouver solution aux problèmes que nous vivons. C'est un modèle propre au Bénin. De la manière dont nous avons inventé la conférence nationale, la suite maintenant, nous avons trouvé un modèle politique qui nous permet d'atteindre les objectifs de développement et faire en sorte que nous ne soyons plus, par exemple, à la recherche de l'homme providentiel, à la fin, qui va diriger ce pays. Ça serait automatique désormais. Vous aurez au sein de chaque parti des gens qui sont déjà formés, qui sont capables de prendre en même temps la direction du pays pour qu'on soit toujours dans la logique du développement. Donc, ce qui s'est passé, c'est des gens qui l'ont regretté. Puisqu'ils nous ont rejoints, ils l'ont regretté. Ils ont voulu empêcher le démarrage du train, mais la locomotive était suffisamment puissante. Elle a entraîné tout le monde. Et nous avons laissé l'espace au niveau des gares. Il y a des wagons qui sont là. Et à chaque instant, les gens rejoignent ces wagons et ils sont dedans. Et au sein des wagons, ce n'est pas fermé. Vous pouvez quitter le dernier wagon jusqu'à la place de devant parce que nous avons laissé l'espace du dialogue, l'espace d'entente et de consensus au sein, bien sûr, du train de développement. Monsieur Olekide, c'est à vous. Les réformes électorales portées justement au cours de cette décennie ont provoqué, comme on le disait, des tensions. Et les récents débats autour de la révision du code électoral qui continue de faire des vagues. Moi, voici ma question à ce propos. Est-ce que la rupture n'a pas à un moment donné oublié ce mot que vous n'aimez pas, mais qui est très cher aux Béninois depuis 90, le consensus? En vérité, est-ce qu'en politique, le maître mot, c'est le consensus? En politique, le maître mot, c'est les rapports de force. En vérité, si nous voulons être honnêtes. Le reste, on a parlé de consensus tout le temps parce que ça nous permettait d'avoir des compromis et surtout des compromissions qui permettaient à chacun de tirer son épingle du jeu. Au fait, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, le consensus en soi n'est pas mauvais, mais le consensus ne peut pas être érigé en règle dans un combat politique sain. Ça, avant de que je poursuive, je voudrais... une valeur constitutionnelle. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis, en fait, si nous continuons à faire fixer sur la conférence nationale, oui, on va continuer dans la nostalgie comme certains. D'accord. Et en fait, c'est de nostalgie qu'on est en train de vivre actuellement, alors que les choses évoluent et vont évoluer. Le débat politique, tel qu'on l'a connu au lendemain de la conférence nationale, c'était normal que cela se passe ainsi. Au regard du contexte, au regard d'où on venait. Et c'est à la conférence nationale que le multipartisme intégral a été adopté. Mais je vous dis encore une fois, même ceux qui l'ont soutenu, c'était dans l'idée que progressivement, les choses allaient se clarifier d'elles-mêmes.
Donc, on est tous conscients que ce qui s'est passé à cette époque-là, à un moment donné, il va falloir qu'on dépasse ça et qu'on avance vers maintenant le développement du pays. Et quand le père Aguirre nous disait tout à l'heure qu'il y a une rupture de pont entre les populations et les politiques, mon père, moi, si je n'étais pas ici, je serais au village. Hein. Moi, tous les week-ends, j'y suis. Et tous les acteurs politiques qui sont. Et les députés qui sont à l'Assemblée dont vous parlez. Même de façon, c'est initié même de façon institutionnelle maintenant, que les députés descendent sur le terrain pour aller à la rencontre des populations de façon périodique, en dehors de ce qu'ils font volontairement. C'est même institutionnalisé à l'Assemblée nationale. Donc ça se fait. En fait, c'est parce que ça ne se fait plus dans les mêmes formes et avec les mêmes mots d'avant qu'on a l'impression que ça n'existe plus. Ce n'est pas vrai. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est l'impression que vous avez. Oui. Mais moi, attention, quand j'entends ça, je dis non, on nous réduit à peau de chagrin. Moi, je suis acteur politique et je sais que je suis dans le débat politique. Maintenant, si je dois aller sur le terrain ou bien si je dois venir sur un plateau, ne soyez pas choqués que je m'en réfère à mon chef de parti. Moi, je ne suis jamais allé... Excusez-moi, non, je ne retourne pas en arrière. Je dois en profiter. Moi, je ne suis jamais allé discuter avec le président Patrice Talon de ce que je vais dire quelque part. Hein. Mais avant que je vienne ici, c'est le président de mon parti qui m'a envoyé. D'accord, donc c'est pour dire quoi? Oui. C'est pour dire qu'aujourd'hui, oui, les choses évoluent et c'est normal que face à du nouveau, qu'on ne se retrouve pas encore. Vous dites 2019, il y a eu des violences, d'accord. Mais les mêmes qui ont dit en 2019, on n'ira pas aux élections, il n'y aura pas d'élections sans quoi, sans opposition, et qui ont fait la violence. Mais en 2023, ils sont allés aux élections, ils ont eu des députés. En 2026, ils sont allés aux élections, même s'ils n'en ont pas eu. Mais attention, les règles qu'ils ont combattues en 2019 n'ont pas changé, hein, jusqu'en 2026, d'accord? Mais pourtant, avec ces mêmes règles, mais pas politique, politicienne. D'accord. Parce qu'avec c'est avec les mêmes règles de 2019 qu'ils ont combattu, qu'ils sont allés aux élections en 2023 et ils ont eu des députés. C'est avec elles qu'ils sont allés aux élections en 2026. Donc, faites attention à ne pas tomber dans les pièges de ceux que nous appelons politiques et qu'ils ont arrêté des politiciens. C'est parce que chacun veut exister. Et ils se donnent les moyens et les stratégies pour exister. Seulement que si vous choisissez une stratégie qui ne marche pas... quelque peu la tranquillité et la paix que nous avons connue pendant longtemps dans votre chamaille politicienne. J'emprunte vos mots. Parce qu'il s'est trouvé des gens, excusez-moi, des badauds, qui n'ont pas compris de quoi il s'agissait et qui ont suivi bêtement ceux qui leur donnaient des mots d'ordre de violence. Sinon, on n'avait pas besoin d'arriver là. Un débat politique, même si... le dialogue, justement, ne règle pas les problèmes? Mais lorsqu'on a convoqué, lorsque le chef de l'État, que tout le monde traite de tous les noms, a convoqué un dialogue politique en octobre 2019, quelqu'un l'y a forcé? Ça, c'est après ce que vous savez. Que ce soit après ou avant ou pendant, il a convoqué un dialogue, oui ou non? Est-ce que quelqu'un l'y a forcé? C'est pour dire quoi? Ce n'est pas que quelqu'un est contre le dialogue. Personne n'est contre le dialogue. On connaît les vertus du dialogue. Mais encore une fois, la politique, c'est d'abord une question de rapport de force. Le dialogue, c'est peut-être pour arrondir les angles. Mais quand vous exigez un dialogue, juste parce que vous êtes en position de faiblesse aujourd'hui, ce n'est pas juste. Les mêmes qui ont exigé dialogue hier, aujourd'hui parce qu'ils étaient en position de faiblesse. Hier plutôt. Avant-hier, quand ils étaient en position de force et que nous on demandait le dialogue, nous qui étions... Mais vous oubliez la réponse qu'ils nous donnaient en n'ayant pas la mémoire courte. Souvenez-vous, donc c'est pour vous dire quoi? C'est de l'ordre normal des choses qu'en politique, à un moment donné, il y a certains qui soient plus forts que d'autres. Ça ne veut pas dire qu'on doit cesser d'avancer ou que si le plus fort n'écoute, ne fait pas forcément ce que veulent les plus faibles, le pays doit s'arrêter. Mais pour finir, permettez-moi, je dirais au père Aguirre que le président Patrice Talon, aujourd'hui effectivement, est l'initiateur de la réforme du système partisan. C'est lui qui, je dirais, est à la manœuvre. Et puisque les partis politiques de la mouvance le soutiennent, évidemment, ils sont obligés de tenir compte de ces orientations. Le président Patrice Talon aussi reçoit d'eux et ensemble, ça fonctionne. Mais M. Agosala dit le président Talon s'en va. Donc, les partis vont continuer à fonctionner sans lui. Et à ce moment, on appréciera encore mieux. Considérez qu'on est dans une transition. La transition est en train de s'achever. Le nouveau président va venir ici, s'appellera plus Patrice Talon. Ça ne fonctionnera plus exactement de la même manière, mais vous remarquerez que les partis continueront d'exister, le système va fonctionner et tous ceux qui ont résisté vont progressivement s'adapter et
et nous allons vivre du nouveau. Et peut-être, pourquoi pas, demain, nous retrouverons d'autres débats plus intéressants encore que ce que nous sommes en train de regretter peut-être aujourd'hui, mais que moi je ne regrette pas. Pour vous qui venez de nous rejoindre, mesdames et messieurs, nous passons au scanner, la décennie talon, précisément les réformes politiques et institutionnelles. Et je suis à vous à présent, Abbé Aguenouno. L'Église a souvent plaidé pour la paix, l'inclusivité, le dialogue. Alors, quand les lois de la République créent quelque peu parfois des divisions, plutôt que de rassembler, quelle est la responsabilité morale de l'élite et de ceux qui nous gouvernent? Merci à vous d'évoquer l'Église. L'Église est la première institution au monde depuis 2000 ans. Elle existe. Elle a eu beaucoup d'expériences en son sein, de conflits, des expériences d'échecs. Et puis, elle a fait son métanoïa depuis le Concile Vatican II. Et la diplomatie vaticane, c'est la diplomatie de la paix. On a vu le pape François au Congo en 2023 qui disait « Lâchez vos mains de l'Afrique ». Et tout dernièrement, on a vu le pape Léon XIV à Malabo et puis à Yaoundé. On a vu qu'il a eu des discours clairs et précis. Et cette diplomatie de l'Église, qui est au service de la paix et de la justice, veut toucher les cœurs et les consciences. Et l'Église, qui est une institution élitiste, et je dis souvent qu'elle est de droite de par sa constitution, de par sa structure, et de gauche de par sa doctrine. Sa doctrine qui met l'homme au centre de tout. Et étant proche de ses fils et filles qui sont politiques, elle accompagne de l'intérieur, par une proximité. Mais aussi, elle a une voix publique. Et quand je vois la sphère politique chez nous, je note que ces 10 dernières années, on n'a pas utilisé au maximum le personnel politique. Et on a utilisé quoi? On n'a utilisé qu'un groupe dans ce personnel politique. Parce qu'on a eu pratiquement le même gouvernement en 10 ans. En 10 ans, pratiquement le même gouvernement. On a beaucoup plus de ressources que ça. Beaucoup plus de ressources humaines. C'est mauvais que de fidéliser? Oui, on dirait un esprit de gagneur et non un esprit d'ouverture. L'esprit de gagneur est prisé dans d'autres sphères. Mais en politique, il faut vraiment donner de place à beaucoup plus de personnes pour que les compétences s'expriment. Et il y a des compétences sur place, mais les Béninois de la diaspora sont aussi à divers niveaux. Donc, et ce regard que je porte m'amène à dire que ça peut créer des frustrations. Ça peut créer des distances entre les acteurs politiques et la politique qu'ils accompagnent. Donc, on leur dit, accompagnez la politique, mais n'espérez pas avoir voix au chapitre de façon opérationnelle. Et ça, on l'a constaté ces 10 dernières années. Ensuite, le système partisan, il faut que ce système partisan puisse donner au plan électoral du poids à ce système partisan. Mais les élections qu'il y a eu chaque fois ont été trop vissées, trop serrées. Et donc, au final, le grenier de représentants à l'Assemblée ou dans les communes qui sort ce grenier-là n'honore pas le système partisan. Il y a eu vraiment de problèmes à ce niveau. Si ce grenier honorait réellement tous les partis et toutes les tendances,
vous allez voir qu'il y aurait plus de vitalité. Et il n'y aurait pas une ruée vers un cheval gagnant. Parce que l'esprit du cheval gagnant est encore revenu comme autrefois. L'esprit du cheval gagnant. Et donc, pour qu'il y ait l'éthique en politique, pour qu'il y ait davantage d'engagement vrai, sincère, il faut d'une part utiliser au maximum les ressources qu'on a pour que chacun puisse se retrouver. Deuxième chose, il faut aussi que les élections soient plus inclusives pour que le grenier de représentants soit un grenier diversifié. Et cela va honorer le système partisan qu'on a mis en place. C'est là où j'en suis, justement. On en est à 2019 avec tout ce qu'on a vu et vécu. Je demandais, quand ça arrive comme ça, que des lois qui sont censées fédérer, rassembler, on se chamaille là-dessus, que devient quelle est la responsabilité morale de l'élite et de ceux qui nous gouvernent? C'est la question. Oui, par rapport à 2019, par rapport à 2021, moi j'ai vu qu'on a fait du juridisme. C'est-à-dire que on est dans le légalisme et puis la temporalité. On a été raide sur la temporalité, raide sur les lois. Mais ces lois-là ont été appliquées à qui? Pour quel but? Ces lois-là ont été appliquées pour des personnes. Les partis politiques, ce sont des personnes humaines, ce sont des acteurs. Et pour atteindre quel but? Le but, c'est la paix. Le but, c'est la quiétude. Et plus loin, le développement. Et tous les fils et filles de ce pays doivent être protagonistes du développement. Moi, j'ai été gêné de voir tant et tant de personnes hors du pays ou tant et tant de personnes en prison juste à cause du militantisme politique. C'est depuis 1990, on n'a pas connu ça. Et donc, tous ces événements-là qui ont eu lieu 2021, les violences 1er et 2 mai, les violences dans les collines, toutes ces violences-là n'ont pas honoré vraiment la politique du système partisan. Et ces violences-là n'ont pas honoré aussi la vie politique qui doit être une vie élitiste, une vie d'élite, une vie de grande conscience et une vie au service de la paix et de la justice. Et ça, j'espère qu'on a vraiment tourné la page, qu'à partir de maintenant, nous n'aurons plus là et qu'on va avancer tous ensemble pour un vivre ensemble toujours meilleur. Et il faudrait que nous essayions d'allier raisonnablement égalité et légitimité. Égalité et légitimité. Il ne faut pas balayer du revers de main la légitimité et être dans le légalisme, dans le juridisme. Et quand les acteurs politiques se chamaillent sur ces genres de lois, l'un qu'on juge téméraire parce qu'il veut forcément faire passer par ces lois, l'autre qui estime qu'on veut l'exclure de tout, pourquoi la voix de cette société civile, selon vous, n'a pas été audible au moment critique de notre histoire politique au cours de cette décennie? La société civile a été souvent l'antichambre de la politique. Beaucoup étaient dans la société civile, aujourd'hui sont retrouvés en politique. Et quand ils étaient dans la société civile, ils étaient financés pour parler de droits de l'homme, de légitimité, pour parler de paix, de liberté, d'inclusivité. Ils disaient tout ça. Mais aujourd'hui, en politique, il faut autre chose. Donc, ceux qui restent dans la société civile, soit ils font pareil, soit ils se plient. Donc, aujourd'hui, je crois qu'on doit réinventer une société civile. On doit la réinventer, la société civile. Et la société civile, ce n'est pas le lieu où on cherche de postes
Et parfois, et depuis toujours, hein, on va piocher dans la société civile des ministres, des DG, et puis ça plombe la société civile. Et quand les autres voient ça, oh, ils disent... Bon. Cela c'est dit. Donc parfois, et le corps politique embrase tout un pays. Il faut que le corps politique travaille à ce que les autres corps constitués émergent et travaillent tous en synergie. Mais on ne voit toujours pas ça. On préfère même que tout le monde soit sympathisant, partisan ou des amis d'un régime. Et en Afrique, on a vu, les oppositions sont très fragiles. Fragiles entre elles-mêmes, fragiles entre eux, et fragile, non fragilité endogène, fragilité exogène. Et finalement, on a ce qu'on observe là. Voilà. Et donc, les plus intelligents disent non, soyons unanimes et restons ensemble simplement. C'est déjà à vous, hein. C'est à vous. Et quand j'interroge la responsabilité morale des élites, sous Patrice Talon, vous le savez, le pays a connu 2 législatures sans véritable minorité parlementaire. En tout cas, c'est pas moi qui le dis, hein, selon évidemment l'entendement citoyen. Alors, vous me direz que le peuple a fait son choix à un moment donné, mais voici moi ma question. Quand on observe un peu, est-ce que durant cette décennie, on n'a pas un peu trop orienté le choix du peuple à travers les lois votées? Moi, je suis gêné de le dire, parce que ça m'embête, j'aurais voulu ne pas être dans cette posture-là. Mais aujourd'hui, le BR est la minorité au Parlement, comme il l'était en 2019. Donc dire qu'il n'y a pas de minorité au Parlement, je dis, ça sort d'où cette affaire-là? Vous pouvez dire qu'il n'y a pas d'opposition politique déclarée au Parlement. Ça, c'est autre chose. Et je vous répondrai tout de suite, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne force pas quelqu'un à faire l'opposition. À partir du moment où les textes qui organisent l'opposition existent et que ce n'est fermé à personne, on ne force pas quelqu'un. Ceux qui veulent faire l'opposition sont libres de le faire. Mais s'ils choisissent de ne pas le faire, on ne peut pas s'en prendre aux autres. Alors, je dis aussi ceci. Aujourd'hui, aucun de nous ne dit que tout ce qui est fait dans le cadre de la réforme du système partisan est parfait et déjà achevé. Non. Et je profite pour remercier le père Eric Aguerouno qui est en train de faire notre combat. Quand je dis notre combat, quand il trouve que les mêmes sont restés au gouvernement pendant 10 ans, que c'est trop. Mais je suis de cet avis-là aussi et beaucoup sont de cet avis. Mais celui qui a gouverné, il a fait ce choix-là. Ce n'est pas une raison suffisante pour qu'on quitte le navire, non. Puisque la finalité première ou la principale n'est pas celle-là, même si elle fait partie de ce pourquoi on mène le combat politique. Donc, nous aussi, on aurait voulu que ça soit diversifié. Et j'espère que le prochain va le faire. Bon, mais ce n'est pas ça l'affaire. Ce n'est pas à cause de ça que nous allons arrêter l'avancée politique que nous faisons jusqu'à présent. C'est pareil par rapport au conseil et tout, au personnel politique que vous auriez voulu plus diversifier. Mais ça se fait à travers quoi? Ça se fait à travers les élections. Et les élections, c'est des règles. Et lorsque vous arrivez à remplir les critères, personne ne vous empêche d'aller aux élections. Je rappelle encore une fois qu'en 2023, les démocrates, partis de l'opposition, ont eu 28 députés. Je rappelle qu'en 2020, les FCBE, à l'époque opposition, ont eu des conseillers, ont eu des maires. Donc, il suffisait de se conformer aux règles et ils peuvent en avoir. Et je dis encore une fois, disons quelque part que le départ du président Talon va permettre de voir maintenant si le processus se poursuit bien ou pas. 2026, ils sont allés aux élections. Ils n'ont pas eu de députés. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas eu les suffrages qu'il faut. C'est pourquoi je dis, à partir du moment où les règles sont établies et elles existent pour tout le monde, mais si vous remplissez les critères, vous passez. Vous ne remplissez pas, vous ne passez pas. Mais on ne va pas rester dans des compromissions tout le temps. C'est de ça qu'il s'agit. Et je dis encore une fois, lorsque vous êtes organisé en parti politique, vous vous donnez les moyens pour conquérir le pouvoir. Et quand je dis vous donner les moyens sont surtout stratégiques. C'est vrai, il y a les moyens financiers, mais les moyens sont surtout stratégiques. Je vous dis, moi j'ai fait de l'opposition.
Mais aujourd'hui, je suis de la mouvance, ce n'est pas en prenant les armes, c'est dans les urnes. Et pourquoi ça s'est passé dans les urnes? Parce qu'on a eu la stratégie, il faut pour contourner ce que ceux qui étaient plus forts à l'époque ont mis en place. Puisque nous étions en position de faiblesse, il y avait un plus fort qui pouvait nous imposer tout. Et ce n'est pas faute d'avoir tenté. Mais nous avons trouvé les stratégies pour le contourner. Et aujourd'hui, pourquoi voulez-vous que maintenant que nous sommes en position de force, que nous concédions tout à ceux-là qui hier refusaient de... Non, c'est ça la politique. Moi, je comprends le père. Lui n'est pas dans ce monde-là. Il est dans son rôle. Mais nous qui sommes dedans, nous on se connaît, on se comprend. C'est pourquoi moi, parfois, quand j'entends certaines choses de certaines personnes qui ne savent pas ce qui est derrière chaque mot, chaque geste, moi, ça me fait juste sourire. Et je ne fais pas de débat sur les réseaux sociaux. J'ai toujours évité ça. Parce que vous ne savez pas avec qui vous parlez, vous ne savez pas ce qui... Mais ici, là, on se regarde les yeux dans les yeux. Et moi, je pense que mon souhait, c'est qu'on multiplie ces genres de débats-là. Pour que chacun vienne se montrer. Les choses vont évoluer. On aura encore des partis d'opposition. Hein. Moi, je le souhaite fortement. On a le temps. Je le souhaite fortement. Et maintenant que l'initiateur de la réforme, le président Talon, n'est plus là, j'espère que ceux qui voulaient la tête de Talon vont maintenant sortir et rentrer dans le nouveau boulevard qui est tracé, où tout le monde peut avoir sa place. Il suffit de comprendre que le passé est révolu et qu'il faut qu'on avance. C'est tout, c'est de ça qu'il s'agit. De notre passé, nous traçons l'histoire du futur. Oui, et on évidemment. ne peut pas avancer dans une démocratie sans mettre en place des balises. Et ces balises-là, c'est les lois. Quand le père parle de juridisme, je suis d'accord. Mais quand vous êtes dans un pays où, à un moment donné, tout le monde ne comprend pas tout ce qui est en train d'être mis en place pour qu'on avance, mais il faut que celui qui a été élu, donc à qui le peuple a donné mandat pour le gérer, qui prenne ses responsabilités pour tracer la voie. Parce que c'est lui qui rendra compte à la fin de son mandat. Et il rendra compte sur la base de ce qu'il a proposé. Et à partir de ce moment-là, si c'est des lois qu'il faut mettre en place pour contraindre tout le monde à aller, il fallait le faire. Moi, je pense que ce qui a été fait sous le président Talon, il fallait le faire pour qu'on se retrouve sur nos deux pieds. Parce qu'avant, on était la tête par terre. Maintenant, au moins, on a les deux pieds sur terre. Après, on a les deux pieds sur terre. Ben, et que Dieu merci, tout le monde est en train de revenir. Mais mettons-nous ensemble et traçons ensemble le futur. Le plus fort de cette décennie n'a-t-il pas été un peu trop fort? Durant cette décennie, le code électoral, on l'a révisé au moins 3 fois. Si ma mémoire elle est bonne. La Constitution elle-même a été retouchée 2 fois, si ma mémoire est toujours bonne. La dernière mouture continue de faire parler d'elle-même, notamment à cause des prérogatives énormes accordées à la nouvelle institution parlementaire. Tout cet arsenal juridique a-t-il été pensé dans l'intérêt réel du peuple qui a donné son mandat ou dans l'intérêt exclusif du chef qui l'exerce? C'est dans l'intérêt du peuple. Ça, c'est dans l'intérêt du peuple. Et toutes ces lois qui ont été votées, et ces institutions qui ont été créées, c'est pour pouvoir être au rythme du développement du pays. C'est-à-dire qu'il faut comparer les choses par rapport aux résultats obtenus. Si la loi elle est mauvaise, on voit alors l'objectif qui a été fixé par rapport à l'initiative au début de cette loi. Vous prenez la loi sur la réforme partisane, est-ce qu'elle a atteint son objectif? L'objectif est atteint. On peut dire tout ce qu'on veut, l'objectif est atteint. Il y a une stabilité politique, nous sommes arrivés là, et ça nous a produit un président que tout le monde a apprécié. Ce n'est pas qu'on leur a dit de venir. Les gens avaient dit qu'ils étaient étouffés, que ça ne marchait pas, qu'ils n'ont pas choisi ce candidat. Mais tout le monde a fini par trouver que le processus mis en place nous a permis d'avoir un candidat qui rassemble tout le monde, qui suscite l'espoir. C'est ça, c'est le résultat des réformes. Et moi, j'enseigne à mes étudiants. Et même pas ici, même ailleurs. Et ça, c'est le premier cours que mon professeur m'a donné en qualité. Celui qui a mieux mis les normes en place, c'est Dieu. Et l'institution dans le monde qui a plus résisté et qui est mieux organisée, c'est l'Église. Nous, on demande de manager sur la base du travail qu'a fait l'Église depuis des siècles, qui a connu les guerres mondiales, tout, mais qui existe. Qu'essayez-vous de dire concrètement? Je le dis parce que simplement, le tri se fait sur la base de la rigueur.
Vous ne prenez pas n'importe qui. Parce que vous pouvez dire que pour parler de Dieu, tout le monde n'a qu'à venir. Tout le monde n'a qu'à venir. Parce que Dieu veut qu'on parle de lui. Non. Mais c'est une rigueur. N'importe qui ne rentre pas là pour sortir prêtre. C'est la structure la plus rigoureuse. Et nous avons vu les résultats. Et pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous triche un peu pour pouvoir développer le pays? Vous trichez réellement là. Parce que, mais quand ils quittent, ceux qui sont séminaristes, qui n'ont pas pu, mais ils n'empêchent pas les autres d'évoluer. Ils savent qu'ils n'ont pas pu. Et ils accompagnent le mouvement. Mais ici, accompagnez-nous. Nous, on ne fait que vous tricher. Il faut être rigoureux. Rien ne s'obtient dans la facilité et dans la légèreté. On a été rigoureux. Et c'est ça, les lois, c'est dans la rigueur. Si l'Église laissait passer tout le monde, mais elle ne va pas tenir. Donc, nous sommes dans une rigueur. Et nous allons rester encore dans cette rigueur. Ceux qui pensent que cette parenthèse va se fermer, ils se trompent. Nous allons poursuivre la rigueur. Et le tri serait encore bien fait. Et c'est là que je vous demande, Donc, c'est vraiment ce que veut celui qui a donné son mandat. Celui qui a donné son mandat veut des résultats. Quand vous venez chez moi à Mwenhi, allez demander aux gens qui quittaient Zanyanando pour Mwenhi, qui quittaient Zanyanando pour Panouya, ils vont vous dire qu'ils ont eu le goudron. Ils vont vous dire qu'ils ont eu l'électricité. Ils vont vous dire qu'ils ont eu de l'eau. Ils vont vous dire qu'ils ont eu des stades. Ils vont vous dire qu'on a aménagé le marché. Ils vont vous dire ce qui se passe et ils vont vous retourner ce qui leur manque. Donc, aujourd'hui, c'est sur cette base que nous travaillons. Les résultats. Et Montesquieu, même qui a prévu les organes de gestion, mais c'est sur la base des lois. Et Montesquieu a été précis. On n'invente pas une loi sans tenir compte des exigences du peuple. Et dans le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, c'est un contrat qui vous lie au peuple. Et c'est ce contrat que vous devez respecter. Donc, même ceux qui ont pensé la chose depuis des siècles, ils n'ont pas dit autre chose. Ils ont dit de respecter des principes. Et si vous voulez alors qu'on s'entende, c'est sur la base des lois. Et qui vote les lois? C'est les représentants du peuple. Et si vous n'êtes pas d'accord avec cette loi, il y a d'autres qui, alors, disent qu'ils ne sont pas d'accord, argumentent, et on va encore vers le peuple, et le peuple choisit. Du coup, vous avez une évolution des lois. Donc, vous n'avez pas un peuple où les lois sont fixées, figées. On évolue. Donc, c'est clair que le tri va continuer. Et les critères seront encore plus rudes. Parce que il faut avoir un bon personnel politique. Et ce n'est pas dans le clientélisme d'antan, dans cette anarchie, dans cette classe de CPE où on ne connaissait rien là, que vous voulez avoir un bon personnel politique. Il faut qu'il y ait de la rigueur. Et c'est ce qui va s'installer encore plus dur. Les partis doivent être encore le siège de la rigueur. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir avoir un personnel de valeur. Et au sein de ces partis, les lois qui seront votées désormais, proposées, et comme ça se fait déjà, c'est sur la base des besoins des populations. Et non sur la base d'un lobby qui veut un marché, qui veut telle chose, etc. Comme ça se faisait. Il faut résoudre les problèmes des populations. Et c'est ça qui se passe maintenant. C'est pour vous dire que toute loi qui va dans le sens de la résolution des problèmes des populations, de la cohésion sociale, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale doit être soutenue. Et c'est ce que nous faisons d'ailleurs jusqu'aujourd'hui. C'est ce que nous faisons. L'unité se réalise dans le développement. L'Afrique ne peut pas se libérer sans le développement. Et tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est pour qu'on soit développé. Et le Bénin est aujourd'hui compté. Nous sommes comptés grâce à cette rigueur. Et pourquoi nous allons lâcher cette méthode de rigueur, de discipline? Donc, on ne quittera pas cette voie. Nous sommes sur cette voie. Et la loi, ce n'était pas pour faire autre chose, c'est pour faire du bien. Il est bien vrai que, comme le dit quelqu'un, mais pour trouver l'or, allez creuser. Allez creuser. Vous ne voyez pas de l'or comme ça. Mais il faut brûler, il faut chauffer, il faut tout faire. Il va falloir que je vous arrache la parole. Donc, finalement, autrement on ne va pas évoluer. Nous devons subir. Et il y a quelque chose
que le père doit constater. Notre problème, c'est le retard générationnel. Nous ne nous sacrifions pas pour les autres générations. Nous devons comprendre aujourd'hui que notre rôle, nous autres, c'est de nous sacrifier pour ne pas laisser ce que nous devons faire aux autres qui doivent le faire. Non, c'est nous qui allons le faire. Et c'est dans la rigueur, dans la méthode et dans la discipline que nous allons le faire. La dernière législative, nous avons un parlement dans lequel, ou une assemblée nationale, j'allais dire, dans laquelle sont représentés l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. C'est le choix du peuple, on s'aligne, mais qui fera la veille? C'est la question que beaucoup de questions se posent sur l'issue de cette dernière élection sous Patrice Talon, de cette dernière législative. Le Parlement a une procédure pour pouvoir contrôler l'action du gouvernement. A-t-elle été toujours efficace? Le Parlement a une procédure et le président Diogbenou, en prenant la parole, a revenu sur cette procédure pour dire que c'est le rôle premier du Parlement et que le Sénat n'empêchera pas du tout le Parlement de jouer ce rôle. Et ce rôle revient strictement aux députés. Et le vote des lois revient aux députés. Les réseaux sociaux ont attribué un pouvoir au Sénat. Le Sénat ne prend pas la place ni de l'exécutif, ni de la Cour constitutionnelle, ni du Parlement. Le Sénat a son rôle et que le Sénat doit jouer clairement. Le contrôle se fera sur la base des procédures de contrôle. Donc, nous avons désormais une Cour des comptes. Donc, toute la procédure de contrôle de l'action du gouvernement est plus lucide aujourd'hui, plus claire. Et cela se fera sur la base des besoins des populations. Des besoins des populations. Donc, si vous ne le faites pas, vous êtes obligé un jour d'aller vers les populations. Ça se fera. Donc, le contrôle se fera parce que nous avons besoin des résultats et ce résultat est nécessaire pour nous pour que nous puissions maintenir l'opposition électorale au niveau des communes et des circonscriptions électorales. Donc, c'est maintenant que ça serait plus rigoureux même que ce qui se faisait entre-temps. Derrière les lois et l'ingénierie politique, il y a la vie quotidienne des hommes et des femmes de ce pays. Une refondation de l'État ne se mesure pas seulement au nombre de députés ou de réformes votées, elle se mesure également au thermomètre des libertés publiques et de la paix sociale. Abbé, je reviens à vous. Au cours de cette décennie, on a observé le droit de grève qui a été encadré, les manifestations qui ont eu lieu, certaines limitées. On entend souvent ce refrain populaire, aucune liberté au monde ne cesse sans encadrement et responsabilité. La présence de la criette fait croire à beaucoup qu'il y a une forte judiciarisation. Alors, voici la question enfin, cette refondation de l'État, Abbé, a-t-elle produit un citoyen béninois plus civique à votre lecture ou plus résigné? La peur du gendarme ne signifie pas qu'on est bien éduqué, qu'on est bien structuré. Et l'État n'a pas à lui seul le rôle d'éducateur. Il faut déjà que les familles fassent ce qu'elles doivent faire pour éduquer, pour former et accompagner. Nous sommes à un moment de l'histoire, pas seulement au Bénin, et les parents ont démissionné. Les parents sont plus géniteurs que éducateurs et formateurs. Donc, et cela rejaillit sur les jeunes et l'école aussi, ou même l'université. Les enseignants d'aujourd'hui ne sont plus comme les enseignants d'avant. Et donc, l'État, ayant pris conscience de tout ça, a mis en place des structures qui peuvent permettre, non d'éduquer, mais de freiner certaines choses. Mais je ne pense pas que la criette, par exemple, qui n'éduque pas, mais qui est là pour freiner les élans malsains, les élans de la corruption et autres, si la criette a vraiment atteint les objectifs. Elle dit que malgré la présence de la criette, il y a encore beaucoup plus de personnes. C'est-à-dire qu'on n'a même pas peur de la criette.
Moi, je pensais qu'avec la prison de la criette, ça allait dissuader certains comportements, mais ça existe. Maintenant, l'autre chose aussi, la criette aussi est devenue un outil politique. Et ça aussi, il faut compter avec la criette est un outil politique. Tous ces hommes politiques qui sont... Et ça, c'est une nouveauté aujourd'hui. Autrefois, on peut dire que les hommes politiques étaient à l'abri, mais aujourd'hui, ils ne sont plus à l'abri. Ils ne sont plus à l'abri. Et ça atténue aussi peut-être leur engagement, leur vocation. Et quand je prends cet aspect-là, je l'aligne aussi sur d'autres aspects purement politiques. Moi, j'ai trouvé que le parrainage ou les taux du 20% sont trop exigeants, trop élevés. Et il faudrait une autre réforme pour diminuer ça un peu. Parce que nous avons une réforme mondialement et très, très élevée par rapport au taux dans le monde. Et on peut revoir ça. Et cela n'empêche pas le travail de rigueur. Je remercie le DG René Agossa qui parle de l'Église, c'est vrai. Pour un peu plus oui, en politique. L'Église, les deux sont catholiques, hein, et c'est vrai, l'Église est rigoureuse. J'ai été formateur au séminaire, je sais comment on fait les tests. J'ai organisé régulièrement, quand j'étais professeur à Messerete, le test pour rentrer au séminaire propédeutique, le test pour rentrer au grand séminaire. Je sais comment ça se passe. Et sur plus de 250 candidats, on retient peut-être à peine une trentaine ou à peine 50. Donc, on cherche la crème des crèmes. Et puis, quand vous rentrez aussi, il y a des tamis. À la veille de l'ordination, on peut vous recaler. Ou des diacres qui sont renvoyés. Donc, l'Église, elle est rigoureuse. Et ensuite, il y a des rigueurs liées à des spécialisations. Pour la diplomatie, il y a des rigueurs. Pour être bibliste, pour être ci, cela, c'est comme ça. Mais cette rigueur de l'Église, je ne sais pas si on peut l'implémenter convenablement dans la sphère politique. Si on le fait, les gens seront limités. Ça, tout le monde n'est pas prêt à être acteur politique. Oui, si on limite... Comprenons ça. Il faut bien qu'on limite. Si on limite, vous allez mettre des gens de côté parce qu'ils n'ont pas le bac, ils n'ont peut-être pas tel niveau, ainsi de suite. Vous risquez de mettre des gens de côté. C'est pas si... Il faut la crème, les gens seront plus décidés. Et ils seront toujours, il y aura des gens toujours de côté. Ça marche à l'église, pourquoi ça ne marcherait pas ici? Mais les critères que vous allez utiliser seront assimilés à de l'exclusion. Chez nous, c'est une vocation particulière. C'est aussi une vocation. Être politique, être un homme politique. Non, c'est une vocation générale. C'est une vocation. C'est une Parce que vocation ceux générale. qui viennent à l'aventure, il faut qu'on les écarte. Citoyenne. Ceux qui viennent à l'aventure, il faut qu'on les écarte. C'est-à-dire, c'est une vocation. Et vous voyez, partout, les pays se sont développés, c'est des vocations. Parce que parler d'un pays... Non, mais là, non, j'ai pas fini. Rassurez-vous, vous avez toujours la parole. Vous pouvez continuer avec. Sur ce plateau, le débat aujourd'hui est beaucoup plus structuré, intellectuel, plus que d'autres débats. Et quand moi, je suis invité, et après quand j'écoute certains acteurs politiques me critiquer, c'est les gens dans le moment qui m'appellent mon père, ne lui répondez pas. Donc, ce que vous dites qu'il y a la crème des crèmes, je sais. Il y a la crème des crèmes. Maintenant, la rigueur. Il y a la rigueur bienveillante et la rigueur malveillante. Dans plusieurs pays africains, la rigueur en politique est malveillante. Ouais, des pays voisins à nous, ou bien d'autres pays en Afrique centrale, la rigueur est malveillante.
Et cette rigueur s'assimile à la restriction, au juridicisme, parce que le juridicisme, c'est faire du droit quelque chose qui tue, qui agresse. Et le juridicisme, c'est dangereux. Et donc, rigueur, oui, mais une rigueur qui est ouverte, une rigueur qui est pédagogique, une rigueur qui assainit, et une rigueur qui prend appui sur la conscience des uns et des autres, mais pas une rigueur qui s'assimile vraiment à de la complaisance, et ceux qui sont du côté du chef sont appréciés et ceux qui sont contre le chef ne sont pas appréciés. C'est ce qu'on observe en Afrique. Bon. J'aimais bien la chute du Bon, père, allez-y. quoi. Et je voulais dire, j'espère que vous le regrettez. Vous n'allez pas dire que le président Patrice Talon est quelqu'un de complaisant. Non. Non, Quand j'ai parlé d'ailleurs. Très bien. Non, c'est pour ça que je veux. Je vais préciser une chose. Les gens de l'Afrique centrale ou d'autres pays de l'Afrique disent qu'au Bénin, l'alternance est possible, par exemple. Disent au Bénin que ça est possible. Mais notre baromètre ne doit pas être eux. Notre baromètre, ça va être nous-mêmes et notre volonté d'aller toujours de l'avant. Et d'aller plus loin. Merci. Et donc, quand il y a alternance, changement de témoins de personnes, il faut que cela soit plus profond. Et je me réjouis que vous avez trouvé judicieux le fait que je vous ai défendu. Donc, oui, des défenseurs ont besoin d'être défendus aussi pour que le personnel politique soit davantage mis à la tâche. Et pour que ce que vous dites, qu'on puisse porter flanc à ce que vous dites et vous mettre à la tâche. Mais il y a des gens qui ont toujours défendu, qui ont tout défendu, mais d'autres qui sont là, qui ne défendent jamais et ont un poste. D'autres qui ne font pas de la pédagogie sur un programme d'action et qui sont aux affaires. Mais ceux qui font de la pédagogie, qui accompagnent, ne sont pas aux affaires. Moi, ça me pose un problème politique. Merci beaucoup, mon père. Mais je remercie vraiment le père Akelouno pour cette dernière parole-là, qui nous conforte dans l'idée qu'il faut améliorer les choses. Et ça a commencé. Parce que ce que vous demandez là, convenez avec moi qu'on ne pouvait pas l'avoir dans l'ancien système. Convenez avec moi qu'aujourd'hui, la criette, on a beau dire, contrairement à ce que vous avez dit, elle fait peur. Parce que le taux de corruption n'est plus le même qu'hier. Et il y a des instances qui l'ont prouvé, il y a des enquêtes qui l'ont prouvé. Parce que justement, de plus en plus de Béninois ont peur de toucher au bien public, de peur de se retrouver dans certaines postures. Et c'est valable tant pour les acteurs de la mouvance que de l'opposition. La criette n'a pas jugé que des acteurs de l'opposition. Donc c'est pour dire quoi? Moi, je suis d'accord avec M. Agossa qu'il nous faut la rigueur de l'Église. Il nous faut la discipline de l'Église pour tamiser le personnel politique et avoir un personnel à la hauteur des attentes. Parce que c'est des attentes que vous exprimez. C'est les mêmes attentes que la population exprime. C'est les mêmes attentes que nous avons exprimées hier. Mais il faut passer par des étapes pour y arriver. Donc, toutes les résistances que nous avons connues et qui font aujourd'hui que nous sommes un peu frileux, toutes ces étapes-là sont passées. Je pense que maintenant, nous avançons vers ce que nous souhaitons tous pour notre pays. Et moi, je me réjouis que nous ayons eu les talents et je suis sûr que son successeur va poursuivre le travail, peut-être avec un peu plus de flexibilité, mais toujours avec de la rigueur, de la discipline, pour que l'objectif soit atteint. Vous parlez de la criette, avec cette criette, on a vu des figures politiques majeures qui sont en prison, d'autres acteurs par du fait de la criette, forcément en tout cas, qui sont hors du pays. Moi, vous qui vous réjouissez de cette décennie, certainement avec tous les arguments que vous avez sortis, est-ce que cette réjouissance est toujours la même quand des forces vives de notre nation se disent contraintes au silence et à la fuite, M. Oliridé? Madame Togoula, est-ce que vous avez vu quelqu'un qui n'a commis aucun acte répréhensible qu'on est allé prendre et jeter en prison?
Mais il y a des acteurs politiques dans ce pays qui continuent de contredire le pouvoir, mais que personne n'a envoyé en prison, que personne n'a inquiété. Mais lorsque vous posez des actes et que vous interpellez et que vous détalez, mais ne dites pas que vous êtes devenu exilé politique. Des gens sont partis, ils sont revenus. Ils ont reconnu le fait, ils vivent au pays. Donc, moi, sur cette terminologie-là, vous connaissez ma religion. Bon, mais ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire que je me réjouis qu'il y ait des Béninois en prison. Pas du tout. Ça ne veut pas dire que je me réjouis qu'il y ait des Béninois à l'extérieur. Mais je dis, faisons un minimum pour assainir le milieu politique. Si le milieu politique n'est pas assaini, on ne peut pas avancer. Et donc, quand les politiques sont de plus en plus inquiets aujourd'hui, mon père, vous devez être content. Parce que ça veut dire que quelque chose de positif se passe. Sinon, on va retomber plus bas que terre et je ne le souhaite plus pour mon pays. Que l'on adhère ou que l'on conteste, cette décennie, mesdames et messieurs, s'achève et pose la question de la postérité. L'architecture imposée par Patrice Talon va devoir passer l'étape de l'épreuve du temps. Monsieur Agossa, le code électoral et les exigences du parrainage rappelées par le père tout à l'heure, ainsi que le seuil de représentativité, sont aujourd'hui solidement ancrés, en tout cas à l'heure où nous faisons le bilan. Et justement, à cette heure où tous les regards se tournent vers l'avenir, je vais vous poser la question, même si vous n'êtes pas dans cette posture, là, vous allez analyser, est-ce que l'opposition, à votre avis, est réellement armée aujourd'hui pour faire vivre l'alternance dans ce système où l'édifice est-il canaché pour que la rupture s'auto-perpétue? D'abord, il faut vous dire que nous ne sommes plus en rupture, nous ne sommes pas en rupture. Nous sommes dans une transmission du principe de la rupture, c'est-à-dire des fondamentaux que la rupture nous a permis d'installer dans le cadre du développement du pays. Et nous avons réussi non seulement cette transmission, nous avons réussi la transmission générationnelle. Allez voir dans tous les pays. Allez voir dans tous les pays quel système de gouvernance a pu atteindre ces deux objectifs à la fois. Même en Europe, où le père nous a dit qu'il faut prendre des références ailleurs, mais dites-moi, dans quel pays nous-mêmes, on étonne et on va toujours étonner. On a étonné par la conférence nationale et on va toujours étonner. Nous sommes un peuple exceptionnel. Donc, c'est pour vous dire que nous ne sommes pas aujourd'hui dans une situation où on peut se détacher de ce qui a été fait et se dire que ce qui a été fait, c'est seulement pour permettre à un groupe de rester. Non. Les réformes que vous voyez, le Sénat, et dans ce Sénat, le rôle que doit jouer le Sénat, avec la trêve politique, qui n'est pas que trêve politique, on a dit trêve politique dans le cadre des activités électorales. Vous ne complétez pas souvent. C'est-à-dire, on a prohibé les activités électorales au cours d'une période. Ça, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas pour empêcher quelqu'un de faire quoi que ce soit ou de museler. C'est plutôt pour renforcer l'opposition. Donner de la place maintenant à l'opposition dans l'opinion. C'est renforcer aussi le rôle des partis politiques. C'est ça. Parce que si nous avons regroupé les élections, c'était pourquoi? On était en permanence en campagne. N'oubliez pas ça. Le regroupement des élections que tout le monde avait voulu, c'était pour quitter la période de campagne et nous consacrer au développement du pays. Et quand on a réussi cela, on a mis en place maintenant des règles pour qu'on puisse encadrer cette période et pour que les partis soient très efficaces. On va pousser aujourd'hui l'opposition à avoir ce qu'on appelle les shadow cabinets. Vous le savez, dans les pays anglo-saxons. C'est-à-dire avoir presque des gouvernements bis pour suivre, évaluer et proposer une alternative crédible. Et ça, c'est dans l'avantage du développement du pays. Donc, nous aurons désormais, comme vous avez écouté ici, des structures, des partis d'opposition très renforcés. Des partis d'opposition crédibles, ayant une vision pouvant permettre de remplacer celle qui s'applique au pouvoir, mais en n'arrêtant pas le train du développement. Donc, accélérer le processus
aller dans la rigueur, dans la méthode, dans l'innovation, mais en proposant désormais une alternative crédible. Je suis sur la même question. Moi, je pense que c'est le moment pour qu'une opposition réelle et solide puisse se mettre en place. Aujourd'hui, nous avons en place toutes les lois qui permettent à chacun de s'organiser, de s'épanouir, y compris le statut de l'opposition. Et le financement de l'opposition est possible. À partir de ce moment, il ne reste qu'à ceux qui ne se sentent pas en phase avec ce qui se fait par le pouvoir, de se constituer et de jouer convenablement ce rôle-là. En fait, le vrai problème que nous avons, c'est que les acteurs politiques, en tout cas ceux qui se prétendent acteurs politiques jusqu'à présent, pensent que être de l'opposition, c'est être un paria. Tout le monde veut forcément aller vers le pouvoir. Ce n'est pas nécessaire pour animer la vie politique, si tant est que c'est ça l'objectif. Et c'est pour ça que je dis parfois, quand nous parlons entre nous, acteurs politiques, nous on se comprend. Ce que beaucoup qui sont à l'extérieur ne comprennent pas. Donc, la place existe, comment je vais dire, le champ de l'action de l'opposition existe. Tout comme, je profite pour le dire au passage, tout comme il existe aujourd'hui un champ que les acteurs de la société civile peuvent occuper s'ils en ont le courage. C'est un problème de courage qui se pose. Ce n'est pas que quelqu'un le leur interdit. Je dis, j'ai connu les trois. J'ai été acteur de la société civile, j'ai été de l'opposition, je suis de la mouvance. Et dans chacune de ces positions, j'ai assumé ce que j'ai choisi de faire, jusqu'à ce que j'ai changé. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire un choix et de l'assumer. Si vous le faites ainsi, vous avez peur, ne vous en prenez pas aux autres. Nous, les acteurs politiques, nous sommes encore une fois dans des rapports de force. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Il y a de la place pour l'opposition et la société civile, disiez-vous, M. Olihide Abbé. Quel avenir vous prédisez pour cet héritage politique de Patrice Talon? Moi, je pense que les lois ont été quelque peu taillé sur mesure et Patrice Talon avait le dos large pour porter toutes ces lois et pour gérer les critiques et même l'impopularité. Il a dit qu'il voulait être impopulaire et il a troqué l'impopularité contre l'atteinte des résultats. Et certains résultats sont visibles. Mais à partir de maintenant, est-ce que le président Wadaï aura le même dos large? Et s'il n'a pas le même dos large, et s'il n'a pas la même envergure politique, managériale, de courage et d'audace, et même de dureté de cœur, il faudrait que les lois... Avec dureté de cœur. Oui, il faut que les lois soient réaménagées, pour que les lois soient plus souples. Aujourd'hui, quand vous interrogez le citoyen, il va vous dire, ah mais la loi sur le numérique, la loi contre les regroupements non autorisés, la loi, il y a même beaucoup de lois qui concernent la société civile, les associations, tout ça. Donc, il y a beaucoup de lois qui sont nostalgiques du désordre, ils veulent les souplesses pour retourner dans le désordre du passé. Et il y a beaucoup de lois. Mais quand on met de l'ordre, ce n'est pas pour créer le désert. L'ordre ne crée pas le désert. L'ordre crée de l'harmonie. L'ordre crée de la pédagogie et de la visibilité. Et chacun peut s'y retrouver. Celui qui, dans le désordre, ne se retrouvait pas, va se retrouver maintenant. Celui qui était dans le désordre et qui était pagailleur va être discipliné. Et c'est important d'aller vers cela. Donc, les lois ont été expérimentales. Aujourd'hui, maintenant, en face de cette expérimentation, on peut mieux modéliser les lois. Et ensuite, ce qui est important, on ne peut pas faire de l'animation de politique en étant opposant sans avoir des députés, sans avoir des sièges au plan municipal. Parce que c'est-à-dire que vous prêchez dans le désert sans jamais avoir de fruits.
Parce que les représentants que vous avez au Parlement ou au plan municipal sont les fruits de ce que vous avez donné comme effort. Et ces fruits font que, à partir d'eux, vous avez de la crédibilité, vous avez de l'espérance. Et c'est une vie qui est en œuvre. Mais si vous n'avez jamais de députés ou jamais de conseillers municipaux, vous allez mourir, vous allez disparaître. Et il faut que les lois permettent vraiment cette souplesse qui va donner à ce que même les partis de l'opposition aient au moins quelque chose. Ça va les réconforter et ça va permettre de créer entre mouvance présidentielle et puis opposition un pont de dialogue constructif. Et cela permet au final de ne pas voir l'opposition, comme ça se fait ailleurs, comme un ennemi juré. Merci à vous, Abbé. Pour conclure ce débat intense, je vais vous demander à chacun de vous, ou je vais donner à chacun de vous 1 minute chrono pour résumer votre pensée profonde. La décennie talent, M. Agossa. C'est une rupture réussie. Réussie parce que c'est la fin. Mon père me dit toujours, c'est pas quand tu es chef qu'on sait qu'on est chef. C'est quand tu finis d'être chef que tu sauras si tu as été chef. Mais entrez au Bénin. Vous allez voir si Talon a réussi ou pas. C'est ce que les gens disent. Donc, ça veut dire que dans c'est-à-dire, celui que le président, les gens disent que son système a produit, a été à l'unanimité accepté. Ça, c'est une réussite. Le principe Talon, en fait, est fondé sur quoi? C'est ce qu'il faut, la rationalité et la modernisation de la manière de gérer. Il a rationalisé, il a modéré. Et ensuite, c'est-à-dire, ça repose une vision pragmatique du pouvoir. Et il a innové en ce qui concerne la manière de mettre en place la démocratie dans notre pays. D'autres disent que les libertés ont été restreintes, etc. Mais non, c'est ça qui fait même l'intérêt politique de ce système. C'est ça qui fait l'intérêt politique. C'est pourquoi je dis aux autres, qui nous trouvent nous soumis, ils n'ont qu'à créer les insoumis pour que nous puissions nous affronter. Et je puisse vous dire qu'il y a toujours de l'espace pour tout le monde. L'exemple en Europe, c'est le RN. Marine Le Pen, première force politique aujourd'hui, n'avait pas de députés entre-temps. N'était pas entre-temps dans les structures locales. Mais aujourd'hui, avec la persistance, avec son programme, devient aujourd'hui la première force politique au Parlement. Donc, même si vous n'avez rien, si vous êtes conquérant, si vous vous battez, vous allez pouvoir réussir. Je conclue pour dire, mon père, nous allons toujours suivre l'Église. Parce que si 2000 ans, cette structure continue d'exister, c'est sur la base de la rigueur et de la méthode. Bien. Nous allons continuer avec la rigueur, la méthode et permettre à ce pays de se développer. Abbé Aguelou, je suis à vous. La décennie, une réussite au chapitre que nous avons abordé ce soir à votre lecture. Marine Le Pen ou le RN profite en fait de l'échec de ceux qui ont le pouvoir juste là et profite de la montée de la misère et dû aussi au fait que la migration prend de plus en plus de place, pas que grâce à leur politique ou à leur idéologie. Et je vous remercie pour ce débat que j'ai trouvé très courtois, très instructif. Merci de donner cette place à l'Église. Entre-temps, après un certain colloque, l'Église a été flagellée, traitée de tous les noms. Je crois que l'Église a été réhabilitée sur ce plateau. Merci beaucoup à vous, vous qui êtes catholiques, femmes ou hommes politiques. Merci beaucoup. Et je pense que pour finir, je dois dire que la politique ou l'exercice du pouvoir ou tout élan en politique ne doit pas nous conduire à nous retrouver hors de notre pays ou en prison.
Je pense que cette décennie qui est une décennie d'expérimentation va nous ouvrir à une autre décennie où nous aurons plus de quiétude, plus de paix intérieure. La paix n'est pas l'absence de guerre. La paix est intérieure. Et que chacun puisse sereinement vaquer à son militantisme, que chacun puisse mettre sur la place publique ses idées, ses opinions, même si elles sont contradictoires. Tout ça participe du développement et que les milieux les plus élitistes soient valorisés. Que le milieu de chercheurs, de recherche soit valorisé. Que les intelligentsias soient valorisées. Moi, cela me tient à cœur. Et comme ça, la politique va changer de visage. Et elle va être davantage noble. Elle n'est pas une bassesse. Je vous entends. Bon, je n'ai pas encore réponse à ma question. Je vais vous demander si c'était une réussite. Je ne pose pas forcément une question fermée pour dire oui ou non. Vous avez l'attitude d'argumenter. Pour vous, est-ce une réussite sur le plan des réformes politiques ou institutionnelles? Et je pense qu'au plan infrastructurel, on a connu plus de réussite qu'au plan de la gestion politique. Et la gestion politique, c'est là qu'on a plus d'efforts. Parce que quoi? Parce qu'il s'agit de l'humain. Et tant qu'il y a l'humain, la gestion n'est jamais facile. Mais la matière est plus facile à gérer. Monsieur Olifide? Je suis heureux que le père ait trouvé qu'au plan infrastructurel, on a connu des réussites. Et je voudrais lui dire que si on a connu ces réussites, c'est parce qu'il y a eu les réussites au niveau politique. Parce que c'est le politique qui tient tout. Si ces réformes-là n'avaient pas existé, le président Talon n'aurait jamais réussi sur le plan économique. Et c'est ça justement qu'il faut que l'on comprenne. Et tout ce qui s'est passé autour, comme résistance, comme violence, etc., peut-être que tout le monde n'en voit pas la source. Nous, on sait. Et on remercie Dieu qu'on ait pu passer le cap. Pour moi, la décennie Talon est une réussite. Parce qu'elle a permis de poser les nouvelles fondations qui vont nous permettre d'aller vers les espérances que le Père vient d'énoncer. Parce que tant qu'on n'aurait pas posé ces bases-là, on n'aurait jamais pu y aller. Aujourd'hui, le président Talon a posé des bases solides dans le cadre de la réforme du système partisan, du code de la réforme électorale, parce que tout ça se tient. Si vous réformez le système partisan, vous ne réformez pas le code électoral, les acteurs politiques vont contourner la réforme partisane et vous ramener dans la chienlit. Donc, tout ce dispositif politique et électoral se tient. Et c'est une parfaite réussite qui, pour moi, continue une belle transition pour que les présidents à venir puissent capitaliser, même s'il faut faire des réajustements, que ces réajustements-là ne remettent pas en cause le soubassement même, la fondation même, qui est la nouvelle orientation que je pense est bonne pour le pays et qui nous permettra d'aller sûrement vers le développement. Il fallait faire le bilan. Nous venons de faire le débat. Merci à vous trois, M. Olifide, M. Agossa, Abbé Eric Aguenon, surtout pour la hauteur et la franchise de vos échanges. Mesdames et messieurs, les réformes auront profondément redessiné l'État, mais le débat, lui, reste grand ouvert dans le cœur de chaque citoyen béninois. Restez avec nous sur ETélé. Dans un instant, nous passerons donc à la clôture de cette grande journée d'antenne avec notre consultant politique pour tirer les enseignements majeurs. ETélé avec vous, pour vous. Je vous dis à tout à l'heure.